Professeur Kervas-Doué, qui professeur titulaire de la chaire d'économie et de gestion des services de santé au Conservatoire national des arts et métiers et membre de l'Académie des technologies. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, bonjour et merci. Je suis très intéressé par les débats de cette matinée et je vais avoir une conclusion assez brève, c'est-à-dire je vais répondre aux questions qui me sont posées, mais revenir à 2 ou 3 notions qui me paraissent essentielles. Alors, il y a 42 ans exactement, je terminais à l'Université Cornell aux États-Unis une thèse sur innovation et pouvoir dans les hôpitaux américains. Et une thèse qui m'a beaucoup marqué et qui m'a permis d'ailleurs de faire venir en France le PMSI et les DRG quand j'étais sous-ministre, madame, c'est-à-dire directeur des hôpitaux. Mais je voudrais vous dire à tous qu'on a toujours sous-estimé l'importance du poids et de la stabilité des systèmes sociaux. Les systèmes sociaux sont très stables. Notre système de santé est un système très stable et cette innovation, qui est une innovation majeure, je n'en disconviens pas, pourrait, dans certaines circonstances, modifier le système de santé français, mais seulement dans certaines circonstances et qui ne sont pas uniquement techniques. Il y a un très joli livre d'une Canadienne, à nouveau, qui est Mme Thuy, qui s'appelle en anglais, enfin en français, s'appelle « Logique accidentelle », et qui montre que la réforme des systèmes de santé ne se produit pour des raisons logiques, mais dans des conditions d'accident, et ces accidents sont rares. C'est-à-dire quand vous regardez les systèmes de santé des pays occidentaux, ce que je fais depuis un demi-siècle, vous voyez que vous en avez que 2 vraiment qui se sont profondément réformés. Le système canadien, qui était très américain avant la réforme de 1980, et en gros le système italien. Mais les Italiens ont copié les Anglais en oubliant qu'ils n'étaient pas anglais. Donc voilà ce qui est intéressant. Mais notamment, comme vous le savez, au Royaume-Uni, il y a des rationnements et que même la reine n'interviendrait jamais pour recommander quelqu'un dans une liste d'attente. Mais voilà, en Italie, on connaît toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un. Bon, bref, ce n'est pas la même culture. Alors, cette remarque est, à mon avis, tout à fait essentielle, et on va voir que la médecine personnalisée devrait bouleverser toute une série de choses qui n'ont pas bougé, et qui auraient déjà dû bouger pour des tas d'autres raisons qui n'ont pas grand-chose à voir avec la médecine personnalisée. Alors, avant de dire ça, je ferai 4 ou 5, je crois, remarques ponctuelles. La première, c'est que j'ai été très étonné ce matin de ne pas entendre parler du microbiote. Parce que si on rajoute la question de la génétique, il faut aussi rajouter dans la médecine personnalisée le fait que nous avons tous des flores bactériennes qui ne sont pas exactement identiques et que donc ça rajoute un autre niveau de complexité. Donc, non seulement il y a la complexité génétique, mais il y a la complexité du système qu'on est en train de découvrir. La deuxième remarque, c'est de dire à notre ami de Gustave Roussy que 5 000 €, c'est pas cher. C'est-à-dire que c'est en gros une journée d'hospitalisation à Gustave Roussy. Donc, je faisais un petit calcul de tête, c'est-à-dire que si on faisait le génome de toutes les personnes qui naissent en France, parce que ça arrivera assez vite d'ailleurs. Ça ne sera d'ailleurs pas 5 000 € ou 5 000 $, ça sera plutôt 500 $ que 5 000. Donc, comme il y a 830 000 personnes qui naissent en France, si c'était à 1 000 $, ça ferait 830 millions. Je vous rappelle que les dépenses de santé en France, c'est 240 milliards d'euros. Et les dépenses d'assurance maladie, c'est 180 milliards. Donc, le fait de dépenser 1 000 ou 5 000, même si vous multipliez par 5, vous avez aussi un chiffre qui n'est que de 4 milliards. Donc, ce n'est pas des sommes considérables quand on s'intéresse au système de santé. Ensuite, 3 remarques culturelles. La première, c'est sur le rationnement. Les Français n'acceptent pas le rationnement explicite. Les Anglais l'acceptent. Bien. Et c'est comme ça. Moi, je le regrette, parce que le rationnement en France est implicite. Tout est rationné dans le système de santé en France. Les budgets, le nombre d'étudiants en médecine, les autorisations de scanners, d'IRM, etc., etc.
Mais nous n'acceptons pas culturellement le rationnement explicite, mais les Anglais le font avec les systèmes des CALI, et je doute que ça change. La deuxième remarque est une remarque d'une très très grande banalité, mais elle est essentielle. Les hommes ne vivent pas que pour vivre plus longtemps. Et donc, certes, tout ceci est important, mais on a d'autres raisons de vivre. Et un des problèmes de la prévention, c'est que, et la différence d'ailleurs entre les classes défavorisées et les classes favorisées, elle n'est pas du tout économique, au moins en France, et probablement peu au Canada. Elle l'est aux États-Unis, mais elle ne l'est pas en France. Elle est complètement culturelle. C'est que les gens des milieux modestes ne pensent pas qu'il y a un lien entre leur comportement et leur santé. Donc, essayez de faire l'éducation. Tous les gens savent que fumer tue. C'est bon. Le fait. Bon. Et vous connaissez tous l'histoire assez incorrecte. Bon, ça va vous détendre, mais voilà. Donc, d'un monsieur qui va acheter son paquet de cigarettes et en sortant, il regarde ce qui est écrit sur le paquet de tabac. Il est marqué « Fumer rend impuissant ». Donc, il revient et dit « Vous pouvez pas me donner du fumetu, s'il vous plaît ?» Mais bon. Alors, ceci est assez vrai, parce que ma femme, qui est gynécologue, explique à ses patientes qui fument que, non pas que ça va les faire mourir, mais que ça va abîmer leur peau, et que c'est vrai. Et que ça a souvent beaucoup plus d'effet que de penser que ça pourrait réduire l'espérance de vie. Donc, nous avons un système stable. Dans ce système stable, quel va être l'effet ou les effets de la médecine personnalisée et des deux médecines personnalisées, donc microbiotique et génétique? Alors, on pourrait penser que ça aurait un effet positif, et ça en aura un du point de vue des dépenses de santé, si jamais, mais dans les conditions qui ont été dites tout à l'heure, on arrivait à mieux cibler les prescriptions. Mais par ailleurs, on sait que les dépenses de santé augmentent quand le champ du possible augmente, et comme le champ du possible va augmenter, il est clair ou il est très vraisemblable que les dépenses de santé vont augmenter. Alors, ce qui me conduit à dire un mot de la prévention. Alors, vous savez que c'est un très mauvais mot parce que ça couvre énormément de réalité et de sens. Et moi, je suis souvent, quoique pas toujours, favorable à la prévention, donc je vous rappelle que la première chose de la prévention, c'est qu'elle est en général liberticide. C'est-à-dire que toutes les mesures de prévention, presque toutes, au moins collectivement, sont liberticides. Alors, dans certains cas, de vous priver de liberté parce que vous fumez, parce que vous conduisez en état alcoolique élevé, et tout ça, c'est en partie justifié. Dans d'autres, c'est plus discutable. Mais ce n'est pas de ça dont je voudrais parler. Je voulais simplement vous dire que la prévention n'a pas toujours un bénéfice économique. Donc ça va choquer un certain nombre d'entre vous qui vont prendre ça du point de vue moral. Moi, je ne me place pas du tout du point de vue moral. On sait que les gens qui meurent de tabac coûtent en moyenne moins cher à la collectivité que ceux qui meurent d'autre chose. Et je ne parle pas des retraites. En revanche, on sait que ce n'est pas le cas des alcooliques, qui vivent aussi moins longtemps, mais qui fréquentent longtemps le système de santé, et qui, pendant cette fréquentation longue, coûtent pendant une durée de vie plus brève une somme supérieure à la moyenne. Donc ne prenez pas la réalité empirique pour un jugement moral. Je suis un farouche partisan de la lutte anti-tabac, mais ne dites pas ou ne prétendez pas que ça va diminuer les dépenses de santé. Alors, je vous rappelle que quand même 100% d'une classe d'âge est mortelle, et que, oubliant cette vérité statistique et humaine, on dit beaucoup de bêtises. Et notamment, comme vous le savez, les deux phrases suivantes sont vraies. Il y en a une qui paraît malheureuse, mais elle ne l'est pas. Le pourcentage de gens qui meurent de cancer en France augmente. Ça paraît triste. Mais la bonne nouvelle, c'est que le nombre de personnes qui meurent de cancer en France diminue. Alors, ceci est compatible parce que, tout simplement, les autres causes de mortalité baissent plus vite. Donc, vous voyez que dans la presse, on raconte beaucoup de salades en traitant très très mal les statistiques, et je m'aperçois avec mes élèves que c'est très difficile de leur parler de probabilité relative. Alors ça, la transition parfaite sur la suite. C'est-à-dire que donc, les choses qui vont changer sont les suivantes, c'est que
on va probablement, au moment de la naissance de tous les êtres humains dans les pays riches, séquencer leur génome. Et encore une fois, c'est d'ores et déjà accessible probablement à 90% des gens qui sont dans cette salle, parce que pour 1 000 €, vous y arrivez. Donc on va séquencer le génome. Donc on va s'apercevoir que vous avez, ou moi, des risques relatifs faibles, en général, pour les raisons qui ont été indiquées, parce que c'est polygénomique, d'avoir à 82 ans tel ou tel type de maladie neurodégénérative ou tel type de maladie hépatique, enfin peu importe le type de maladie ou tel cancer. Et donc, le sachant, vous allez avoir dès la naissance des tests biologiques pour savoir comment évolue tel ou tel paramètre et que donc les dépenses de santé qui sont en gros des dépenses qui sont liées à l'âge. Vous savez qu'en France, l'âge moyen des gens hospitalisés en hospitalisation d'aigu, c'est 70 ans. Donc, quand les gens me disent « j'ai encore rien coûté à la Sécu », je dis « attends mon chéri, ça va venir ». Parce que l'indice 100 en France, c'est 57 ans. Voilà. Donc, il est vraisemblable que cette nouvelle possibilité et cette croyance dans un déterminisme génétique qui est beaucoup plus compliqué, comme vous l'avez dit à juste titre, madame, et qui est des interactions entre le mode de vie, peut-être le microbiote, sûrement les relations sociales, enfin, etc., donc vont conduire à ce qu'une probabilité s'exprime ou ne s'exprimera pas, et on aura malheureusement une perception déterministe de ce sujet. Alors, je terminerai par les choses qui devraient changer en France et qui seront l'objet de la table ronde de cet après-midi. Il est absolument évident que si on est dans de la médecine personnalisée, les remboursements par l'assurance maladie devraient être génétiquement conditionnels. C'est-à-dire qu'on devrait dire, écoutez, on vous rembourse, mais seulement si l'algorithme dit qu'on doit vous rembourser. Alors, vous voyez le saut conceptuel que cela devrait produire. Parce qu'en France, aujourd'hui, encore une fois, le rôle des pouvoirs publics, contrairement à mon combat et celui de Didier Sicard, qui est là, que je salue publiquement, nous nous battons pour l'instant sans beaucoup de succès, même si les choses bougent un peu, pour que l'assurance maladie utilise ces données de santé. Donc, comme vous le savez, les données hospitalières sont accessibles, donc les données du PMSI sont accessibles, mais les données de la médecine de ville sont très difficilement accessibles. Or, en France, nous nous intéressons qu'à l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament. Pardon pour ceux qui m'ont déjà entendu, mais l'image que j'utilise, c'est l'image suivante. Vous allez au concert, vous dites « c'était comment le concert hier soir ?» Elle dit le piano était bien accordé. C'est la moindre des choses. Hein. Donc, est-ce que le médicament est efficace? La réponse est on espère quand même, c'est la moindre des choses. Mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est de savoir s'il est prescrit à bon escient. Or, vous voyez bien que ce pays, qui fut celui de la raison au moins au XVIIIe siècle, donc ce pays merveilleux a inventé les médicaments efficaces à 35%, les médicaments efficaces à 15%, parce que nous confondons toujours la notion d'usage et la notion d'efficacité. Et que le problème, déjà pour les médicaments qui existent, c'est que comme les prescriptions hors AMM sont autorisées, etc., nous ne contrôlons pas l'usage parce qu'il y a un accord entre les médecins et l'assurance maladie qui date de 1930, qui fait que les médecins ne sont pas contrôlés et que ça s'est plutôt aggravé depuis que M. Juste Blazy, il y a 10 ans, a accepté de couper les ailes des médecins conseils de l'assurance maladie, qui sont des canards sans ailes, donc des canards intelligents, qui font des choses amusantes sur le diabète, la prévention, etc., mais qui peuvent ne rien en faire, parce qu'ils n'ont aucun pouvoir d'intervention à l'égard de leurs confrères de médecine de ville. Je m'arrête là. Merci de votre attention. Merci de vos réflexions pertinentes qui me permettent de poser la question de savoir si on va
demain attribuer en fonction des données de santé d'une personne une sorte de modèle de référence à la fois pour les examens et les traitements à suivre, mais aussi pour le coût correspondant et, j'allais dire, impliquant une responsabilité de compliance à l'un et à l'autre.